Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors en effet, le titre qui est là peut paraître bizarre, Obama et Jordana. Pourquoi? Quel est le lien qu'il peut y avoir entre Obama et Jordana? Alors, commençons d'abord par Camilla Jordana. Camilla Jordana, vous en avez entendu parler, c'est cette actrice qui, dans l'émission de Ruquier, On n'est pas couché, a tenu un propos que chacun perçoit selon ses propres convictions, comme étant une vérité, comme étant un abus, etc. Qu'est-ce qu'il en est? D'abord, révisons un petit peu notre historique. Camilla Jordana, qui n'est pas son vrai nom, mais son vrai nom m'a complètement échappé, c'est pas très important, est une jeune actrice qui a débuté dans la chanson grâce à une émission de télé-réalité. Elle est d'origine de parents algériens qui, pour de petits détails, le père était, je crois, directeur d'une entreprise de BTP et sa mère travaillait comme conseil de stratégie d'entreprise, etc. Donc on peut dire que niveau familial, Camilla Jordana n'a pas vécu dans les banlieues, n'a pas vécu dans le contexte social difficile de banlieue. Au contraire, elle a vécu dans un environnement relativement bourgeois et avec une certaine facilité, certains accès que certains autres enfants issus de l'immigration n'ont pas eu la chance d'avoir. Et donc ce propos qu'elle a tenu, c'est qu'évidemment, elle a dit que en tant que femme, si elle était un peu plus frisée, eh bien elle aurait peur de la police parce qu'elle a peur de se faire contrôler, qu'aujourd'hui dans les banlieues, il y en a qui se font massacrer par la police. Enfin bref, elle a tenu des propos qui au final étaient... alors, je ne remets pas en question le fond de ses intentions sur le fait de vouloir dénoncer les violences policières. Et d'ailleurs, la personne qu'elle avait en face d'elle, justement, condamnait lui aussi le fait que dans la police, oui, il existe des individus qui ne méritent pas d'avoir un badge, qui ne méritent pas d'avoir une tenue, qui ne méritent pas d'avoir un pistolet, qui ne méritent même pas d'être appelés policiers, de par leur comportement totalement irrespectueux, irresponsable et indigne, on va dire, de la fonction de policier. Mais, encore une fois de plus, on en revient à ce problème de la généralisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser des comportements, souvent d'ailleurs, très souvent, statistiquement minoritaires. Mais quand on sait que ces comportements servent la soupe de certaines idéologies pour essayer de nous convaincre que finalement les choses ne sont pas aussi bonnes, qu'elles sont plutôt mauvaises que bonnes, eh bien Camilla Jordana était parfaitement dans son rôle de généraliser et de faire toute une montagne sur le fait que la police est raciste, puisque même si elle ne le dit pas ouvertement, son propos est très clairement sous-entendu que les policiers, en général, quand ils vont dans les quartiers, ou quand ils sont dans les centres-villes, quand ils effectuent du contrôle, c'est des contrôles au faciès, c'est des contrôles uniquement sur des gens de couleur de peau, ou ayant des morphologies atypiques, qui plus est très clairement d'origine maghrébine ou arabe. Alors, évidemment, ça relance encore une fois de plus la polémique, à savoir est-ce que le délit de faciès est justifié ou non, etc. Ça, c'est un très long débat qui existe depuis maintenant des décennies et sur lequel, de toute façon, à partir du moment où il y a des intérêts idéologiques, politiques et de partisanisme, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur la question. Le fait est, c'est que, en revanche, le bon sens doit pouvoir pousser l'individu à admettre qu'il ne faut pas généraliser. Parce que dans ce cas-là, eh bien, on pourrait très bien dire à Mme Jordana que si elle considère que tous les flics sont racistes, eh bien dans ce cas-là, nous pourrions aussi, nous autres, petits blancs caucasiens, français, judéo-chrétiens, considérer tous les arabes comme des islamistes, musulmans, qui plus est. Vous voyez, donc là, on est dans un propos complètement stupide, complètement idiot. Et d'ailleurs, pour revenir à la personne qui était en face d'elle, pour essayer de temporiser, lui essayer et encore, je trouve que ce monsieur a été très
très gentil avec elle, c'est-à-dire qu'il a essayé quand même d'essayer de lui donner des branches pour qu'elle se raccroche aux branches dans son propos. C'est-à-dire que oui, il existe des policiers racistes qui font du délit de faciès, etc. Mais ça, faut le condamner, faut le dénoncer. On a des structures, on a des lois pour ça, etc. Et Dieu sait qu'en France, on a ce qu'il faut pour lutter contre ça, mais qu'il faut aussi reconnaître que la police est aussi, elle aussi, victime d'une certaine violence, d'une certaine barbarie, etc. C'est-à-dire que, voilà, c'est un sujet sur lequel il y a des débats, mais qu'évidemment, Madame Jordana rentre dans cette volonté d'essayer de cloîtrer le débat sur l'idée que tous les flics sont mauvais. En réalité, on le sait que pour beaucoup de gens, l'argument du flic raciste n'est pas un argument vrai, puisqu'en réalité, le policier représente l'autorité. Et nous savons pertinemment que ça fait depuis 40 ans qu'en France, on a infantilisé, on a déresponsabilisé un certain nombre d'individus qui aujourd'hui ont pris une certaine forme de liberté absolue, au point qu'ils ne veulent plus se plier à des règles, ne veulent plus se conforter ou se conformer à des règles, et n'en font qu'à leur tête. Et quand ils se font choper, quand ils se font interpeller, quand ils se font ramener à l'ordre dans leur choix d'enfreindre une règle ou une loi, eh bien, en effet, la police, c'est son rôle. C'est son rôle de sanctionner lorsqu'on commet une faute. Mais ces gens-là refusent d'admettre d'avoir commis une faute. Pour eux, ils ont la légitimité de brûler un feu rouge quand il n'y a personne. Ils ont la légitimité de brûler un sens interdit, de brûler une priorité à droite. C'est les mêmes personnes qui, sur un vélo, croient que le vélo n'est pas obligé de respecter le code de la route, par exemple. C'est le piéton, par exemple, qui traverse sans regarder, sous prétexte qu'un jour il a lu dans un bouquin que l'automobiliste, lorsque son véhicule est en mouvement, quelles que soient les circonstances, s'il percute un piéton, il est responsable. Ce qui est complètement faux, puisque la loi considère aussi le contexte. Hein. Mais enfin voilà, c'est tous ces types de comportements. Ces comportements que l'on qualifie d'irresponsables, souvent amenant à des incivilités, etc. Or, Madame Jordana occulte complètement cette réalité, cette vérité dans la société française, et pas seulement. C'est le cas dans beaucoup d'autres sociétés, pour essayer de réduire le débat à cette sémantique unique, obtue et restrictive que systématiquement un policier face à un arabe, et bah il y a racisme. Donc voilà, évidemment, Madame Jordana a suscité beaucoup de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et ce qui était encore plus amusant, c'est qu'elle a aussi, elle est en train de se prendre pas mal de vent de la part de gens qui sont issus des banlieues. C'est-à-dire des gens issus, qui ont vécu des années dans les banlieues, qui savent ce que c'est, qui savent comment fonctionne la société et la faune, on va dire, des banlieues, et qui ne se sont pas gênés aujourd'hui de rappeler à Madame Jordana que déjà, elle n'est pas issue des banlieues et que si elle se sent solidaire des problèmes de banlieue, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder sur la façon de dire les choses, de présenter les choses. Qu'on dénonce les violences policières, qu'on dénonce les délits aux faciès, qu'on dénonce le racisme dans la police. Certes, c'est une chose, mais aussi il faut savoir admettre, aussi à l'inverse, que la police, et pas seulement, aussi les pompiers, aussi les ambulanciers, sont victimes d'une certaine sauvagerie, d'une certaine barbarie, d'une certaine violence de la part d'un certain individu qui sont complètement décivilisés. Puisque là, on peut parler vraiment de décivilisation. Je veux dire, c'est quand on ne vit plus avec des codes, qu'on n'a plus la notion de respect envers un minimum de raison à l'encontre d'un certain nombre d'individus, de par leur profession, de par leur intérêt dans la société, et qu'on trouve plus amusant de caillasser des pompiers ou des ambulanciers ou de cramer leur voiture parce que ça fait ramarrer les copains et que quand on met ça sur Internet, ça fait des likes. Bah oui, on est tout à fait dans le modèle d'infantilisation de l'individu.
Donc à partir de là, c'est une des raisons, un des problèmes de la société, encore une fois, que Mme Jordan n'a, semble-t-il, pas pris en compte dans son jugement par rapport à ce fait-là. Et donc, le propos de Jordana n'est pas le premier à susciter des polémiques. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui, même des gens soi-disant des responsables d'associations, etc., qui tiennent à peu près le même discours, c'est-à-dire qui mettent tout le monde dans le même panier. Ces mêmes gens qui aujourd'hui sont dans des batailles raciales, je dis bien des batailles raciales, c'est-à-dire nous faire passer, nous les petits blancs caucasiens, systématiquement comme étant les mâles dominants, patriarcales et colonialistes. C'est les mêmes. C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre que, oui, c'est des comportements qui existent, mais qui sont extrêmement minoritaires. Alors après, il y a des variantes, comme toute chose. Il y a des variantes dans les opinions, il y a des variantes dans les comportements, il y a des niveaux différents de considération selon les idées politiques, sociales et économiques que l'on peut avoir. Alors surtout en politique, par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens qui légitiment, et je fais partie de ces gens-là, qui considèrent que ce soit des idées de gauche ou des idées de droite ou des idées d'extrême gauche ou des idées d'extrême droite, eh bien aujourd'hui, quand on compare ces idées par rapport à la réalité sociale, économique et politique et géopolitique aujourd'hui du monde, eh bien, il y a des gens dans ces partis, dans tous ces partis, qui parfois ont des projets, ont des idées, ont des propositions, ont des opinions qui sont tout à fait discutables, comme tout à fait raisonnables. Dire aujourd'hui que Marine Le Pen, ou à son époque Philippot, ait pu dire des choses qui sont tout à fait sensées, eh bien aujourd'hui on n'a plus le droit de le penser. On n'a plus le droit de le dire. C'est interdit. Aujourd'hui vous avez des gens qui sont les vertueux de la police de la pensée, qui vous interdisent de me donner un point positif à des gens qui représentent une idéologie politique d'extrême droite, d'extrême gauche, de ce que vous voulez. Si par exemple, aujourd'hui, on vous dit, dans l'ensemble de la politique économique et sociale qui a appliqué le Troisième Reich en Allemagne, il y a eu des points positifs. Ah, crime de lèse-majesté. Des points positifs, mais c'est inacceptable de dire ça. C'est du révisionnisme. C'est du nazisme. Non, c'est pas du nazisme, c'est de la raison. Tout comme aujourd'hui, il est quasiment interdit de dire que si l'Allemagne nazie a existé, c'est en partie, pas en majeure partie, mais en partie grâce à des investissements, grâce à des financements qui viennent de banques américaines. Ah oui, mais ça, non, faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas dire, par exemple, que si le général de Gaulle n'avait pas été là, la France aurait été un pays libéré, certes, mais soumis au même régime qu'a été l'Allemagne de l'Ouest de l'époque. Je rappelle même encore aujourd'hui, alors que l'Allemagne a été réunifiée, aujourd'hui l'Allemagne est encore sous des astreintes vis-à-vis de l'autorité américaine, par exemple la presse. La presse allemande aujourd'hui, elle doit rendre des comptes obligatoirement aux autorités américaines. C'est-à-dire que la presse allemande n'est pas libre. Elle est libre de dire ce qu'elle veut sur des sujets, mais qui ne touchent pas, qui ne concernent pas ou qui ne nuisent pas à des intérêts idéologiques, politiques, économiques américains. Ça, il faut le savoir. Même, pourtant, plus de 70 ans après la fin de la guerre. Tout comme le Japon. Le Japon aujourd'hui a des astreintes qui leur sont imposées par le traité de reddition que le Japon a signé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a encore des principes aujourd'hui de restriction que le Japon est obligé de respecter vis-à-vis des États-Unis en particulier. Donc voilà. Enfin voilà, là je m'éloigne, mais c'est pour vous donner des éléments de réflexion dans ce que je veux amener aujourd'hui par rapport à cette affaire concernant Camélia Jordana. Et maintenant, vous allez me dire, mais alors pourquoi Obama ? Bien tout simplement parce que quand on voit aujourd'hui les réactions sur les réseaux sociaux par rapport à Camélia Jordana, vous avez aussi des gens qui soutiennent, mais à leur rubis sur l'ongle, ce qu'a dit Camélia Jordana. Mais en réalité, ces gens-là ne supportent pas Camélia Jordana, ils supportent l'idée de généralisation. Et l'idée de généralisation, eh bien, c'est ce que malheureusement aux États-Unis, on a.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Obama a eu ce bénéfice politiquement, idéologiquement, et même encore aujourd'hui, d'avoir un certain nombre de gens qui le considèrent comme un dieu. Et aujourd'hui, mettre ces gens face à leur contrariété, eh bien, c'est blasphème. C'est blasphème. Et pourquoi je parle d'Obama? Tout simplement parce que Obama, admettons-le, aujourd'hui, dans l'histoire des États-Unis, sera aujourd'hui considéré comme un des meilleurs présidents américains. Et pour cause, il l'a été. Il l'a été en matière d'image, il l'a été en matière d'intelligence, il l'a été en matière de bienveillance, il l'a été en matière de communication, il l'a été en matière de représentation. Ça, là-dessus, personne, aujourd'hui, et même moi le premier, personne ne peut le contredire, cette présence, cette aura qu'il a eue pendant 8 ans, à représenter les États-Unis et tout du moins à représenter aussi des politiques et des projets. Alors ça, c'est la forme. Attention, là je parle de la forme, parce que le fond, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça a déjà été dit, ça a déjà été expliqué dans un nombre de sites incalculables, beaucoup de gens ont fait des vidéos sur ce sujet, etc. Donc, en effet, la politique d'Obama, elle a aussi ses conséquences, même encore aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué, la raison pour laquelle Donald Trump a été élu, c'est tout simplement parce que 8 ans d'Obama, eh bien, a laminé une partie de la classe moyenne. Et dans cette classe moyenne, eh bien, il y a des Afro-Américains. Il y a des Blancs progressistes, qu'on dit de gauche. Quoique de gauche, aux États-Unis, c'est un petit peu un pléonasme. Et de ce fait, la raison pour laquelle Hillary Clinton a perdu les élections, c'est tout simplement parce qu'une partie de cet électorat progressiste est ce qu'on appelle l'électorat déçu de l'ère Obama, eh bien, a manqué à Hillary Clinton. C'est-à-dire que ce sont des gens, en partie, qui n'ont pas été votés, parce que trop dégoûtés par 8 ans de politique où ils se sont tous fait avoir, et puis d'autres qui ont voté par vengeance pour Donald Trump. Alors attention, ce n'est pas des proportions énormes, mais c'est quand même un électorat existant. Un électorat qu'évidemment aujourd'hui on occulte complètement dans les débats, parce qu'on a tout intérêt, parce qu'il ne faut absolument pas admettre qu'il y ait des Noirs ou des Hispaniques qui votent Trump. Vous imaginez le crime de lèse-majesté. Et pourtant ils existent. Ils existent, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, la condition sociale aussi rentre en ligne de compte. C'est évident qu'un Afro-Américain de la classe moyenne ou de la classe ouvrière n'aura pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes aspirations par rapport à des hommes politiques qu'un Afro-Américain qui a réussi dans l'échelle sociale, qui aujourd'hui a un très bon salaire, un très bon travail, voire même une très bonne position dans l'échelle sociale et dans la collectivité, dans la société. Il est évident que aujourd'hui un capitaliste conservateur noir américain ne votera jamais progressiste, qu'on soit clair, tout comme un hispanique. Un hispanique qui est un conservateur capitaliste ne votera jamais pour les progressistes. Inversement, vous avez des Afro-Américains de la classe sociale aisée qui sont, allez, on va dire comme au même niveau que certains blancs considérés comme étant des progressistes de gauche. Encore une fois, gauche est c'est un peu un fourre-tout aux États-Unis. Voteront évidemment progressistes. Mais tout ça dépend évidemment des intérêts que l'on a, que l'on voit, que l'on aspire à l'encontre d'une personnalité politique, ou plus d'un discours politique en règle générale, même si le discours politique, pareil aux États-Unis, est un pléonasme, dans le sens où en général on a plus des discours complaisants, comme là aujourd'hui, il est évident que c'est 80% des arguments, c'est il faut voter pour moi parce qu'il faut dégager Trump, parce que Trump ceci, parce que Trump cela, parce que Trump c'est une merde, parce que Trump c'est un cauchemar, parce que Trump c'est le démon, etc. etc. Et inversement, de l'autre côté de la barrière, vous avez des Américains qui vont avoir le discours il ne faut surtout pas voter pour les progressistes, parce que les progressistes, c'est de la taxe, c'est du social, c'est de l'immigration, etc., etc. Donc, et quand je dis immigration, attention, pareil, soyons bien clairs sur la question que les Hispaniques et les Afro-Américains ont aussi une part de leur population, de leur communauté qui sont contre l'immigration.
Ben oui, attendez, vous avez des Hispaniques qui se sont battus toute leur vie pour essayer d'avoir un boulot, etc. Ils n'ont pas envie d'avoir leur boulot piqué par un de leurs compatriotes ou un Hispanique d'un autre pays, parce que eux travaillent pour 7 dollars de l'heure, alors que le compatriote ou si vous êtes mexicain et que vous avez un Colombien qui débarque et qui, lui, est prêt à bosser pour 5 dollars de l'heure, hein, c'est ce qu'on appelle le dumping social. Le dumping social aux États-Unis, au sein même des communautés, existe. Hein, bon sang de bois aux États-Unis, c'est l'ultralibéralisme, que le soit bien clair sur la question, donc il n'y a pas de morale à tirer du profit. Même s'il faut entuber des gens de votre propre communauté, oui, on a le droit de le faire. On a parfaitement le droit de le faire. Très sincèrement, et je pense que là on va être au cœur du sujet parce qu'il y a malheureusement encore un drame de violence policière aux États-Unis contre Floyd, je crois qu'il s'appelle Floyd, mais alors son prénom m'échappe. Encore une fois de plus, j'ai un problème avec les prénoms. Enfin bref, c'est un Afro-Américain qui a été interpellé de façon un peu violente, enfin pas très violente, mais disons que la procédure d'immobilisation, qui est une procédure normale, a été peut-être faite de façon un petit peu abusive, et malheureusement, l'Afro-Américain est décédé. Donc là, évidemment, c'est un argument de plus pour permettre à certains dans la communauté noire américaine de remettre encore sur la table le problème de la violence, ou violence policière est un bien grand mot, mais je dirais de la méthodologie de certains policiers à l'encontre d'individus issus des communautés afro-américaines, oui, ça relance encore une fois de plus le problème. Et finalement, ça rejoint ce que je disais vis-à-vis de ce que disait Camélia Jordana par rapport à la police en France. Aux États-Unis, c'est exactement le même problème. C'est qu'on considère des actes odieux et inacceptables de la part de certains policiers comme une généralité, ce qui n'est pas le cas. Et je sais de quoi je parle parce que je vis quand même dans un État du Sud, et dans les États du Sud, on sent bien qu'il y a encore des petits relents entre certains blancs et certains Afro-Américains. Voilà, je veux dire, il est évident que je suis parfaitement conscient que moi, toutes les fois où j'ai eu affaire à des policiers, ça s'est toujours très bien passé, même si je ne suis pas américain et que je suis français. Je suis parfaitement conscient que le policier que j'ai en face de moi n'a peut-être pas la même attitude et n'aura certainement pas la même approche vis-à-vis de moi que vis-à-vis d'un Afro-Américain. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la conjoncture sociale fait que très souvent les problèmes de mœurs, les problèmes de crime, les problèmes de délinquance, les problèmes de violence conjugale surtout, c'est malheureusement un des gros problèmes qu'il y a au sein de la communauté afro-américaine, sont issus de communautés afro-américaines, hispaniques, il y en a. Chez les Blancs aussi, il y en a. Hein, et chez les Blancs, c'est souvent aussi chez ce qu'on appelle les rednecks. Oui, la population afro-américaine est malheureusement, pour des raisons sociales et d'évolution au sein de la société américaine, parfois on y trouve des explications et des conséquences, ce qui n'est pas sans s'éloigner un peu des raisons sociologiques d'ailleurs de ce qu'on peut trouver en France et des problèmes qu'on a en France par rapport à la délinquance, par rapport aux racailles, etc. Je veux dire, si on fait une étude sociologique très approfondie, on est à peu près sur les mêmes schémas, c'est-à-dire la ghettoisation, la mise à l'écart dans l'échelle sociale, à cause justement de ces amalgames, et ce qui fait que malheureusement des individus qui auraient tout à fait les mérites, je dirais même les courages de vouloir s'en sortir socialement au sein de la société, mais parce qu'ils ont un nom arabe ou parce qu'ils ont la couleur de peau noire, etc., et c'est beaucoup plus difficile pour eux d'évoluer dans l'échelle sociale parce que justement malheureusement il y a une réputation qui traîne. Ce qui est encore plus vrai aux États-Unis, où je peux vous garantir qu'aux États-Unis il y a vraiment des Américains qui sont des bas de plafond à un point inimaginable, pire qu'en France, au point que c'en est...
je ne sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, le film de Spike Jonze, je vous invite à le voir parce que ce film-là est une caricature très accentuée sur le potentiel de l'avenir de la société américaine, mais dans certaines situations, on n'en est pas loin. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est en face de gens qui n'ont aucune approche, aucun bon sens, aucun sens des réalités, qui vivent dans une bulle, et que parce qu'ils ont lu ou entendu des gens dire une connerie par rapport à telle ou telle communauté, etc., ils le croient, et puis voilà, puis ça génère des discriminations et des mises à l'écart dans la société. Mais d'une façon générale, oui, et d'ailleurs, petite anecdote, parce que je sais qu'en France, il y a des gens qui voudraient pouvoir installer des caméras sur les policiers, comme ça, quand il y a des interventions, il y a une vidéo, il y a une trace, si vous voulez. Je vais vous donner une petite anecdote assez amusante, c'est qu'aux États-Unis, il y a depuis maintenant quelques années un véritable développement, surtout grâce d'ailleurs aux progressistes. Alors ça, là-dessus, les progressistes, ils ont fait parfois un très bon boulot à l'échelle locale, dans certains États, pour que les policiers soient équipés de caméras. Et c'était justement en partie aussi pour lutter contre les discriminations, contre les violences policières et surtout les délits de faciès. Sauf qu'avec le temps, ça a posé un gros problème, c'est que les vidéos ont révélé que une grande partie des problèmes relationnels, c'est-à-dire les manques de respect envers les policiers, c'est-à-dire le manque total de soumission, puisque aux États-Unis, quand vous êtes interpellé par la police, il faut que vous filiez droit, sinon, oui, ça risque de finir mal. Mais à partir du moment où vous n'avez rien à vous reprocher, oui, vous êtes obligé de vous soumettez à des principes, à des règles qu'il faut avoir acquises quand vous venez vivre aux États-Unis. Surtout, vous ne comportez pas aux États-Unis comme vous pourriez vous comporter en France face à des policiers, puisque sinon ça risquerait de mal se finir pour vous. Donc à partir du moment où vous respectez les codes, les règles, tout peut très bien se passer. Malheureusement, comme il y a ce problème aussi d'un côté, oui, de racisme, de délit de faciès, et de l'autre, de violence et de problèmes de criminalité vis-à-vis de la communauté afro-américaine. D'un côté, les policiers ont maintenant des instructions d'appliquer scrupuleusement des procédures de sécurisation de leur intégrité physique en tant qu'officiers. Donc, ce qui fait que quand ils approchent de votre voiture, ils ont toujours la main sur le flingue prêt à dégainer, même si, à la limite, vous n'avez rien à vous reprocher, mais c'est la procédure. Et malheureusement, quand vous commencez à être un peu trop agité, que vous commencez à faire de la résistance, etc., oui, voilà, ça peut déraper. Ça peut déraper encore plus quand malheureusement, même au sein de la police américaine, vous avez des gens qui ne devraient pas avoir un badge ni un flingue, parce que au niveau de la personnalité, au niveau du caractère, au niveau de la psychologie, ils ne sont pas du tout faits pour être policiers. Mais encore une fois, les processus de recrutement, etc., sont ce qu'ils sont, avec des spécificités dans le système américain sur lequel je ne vais pas revenir parce que sinon ça va faire un peu beaucoup de choses à assimiler d'un seul coup. Et de ce fait, oui, quand vous avez un Afro-Américain qui est un petit peu alcoolisé et en face vous avez un officier de police qui est un peu épais comme ça, même si en général là où vous avez une bonne gestion, on va dire, des commissariats, ils choisissent de préférence des gens qui ont quand même une bonne condition physique. Oui, ça finit mal. Il y a beaucoup de vidéos justement qui démontrent ce problème. C'est qu'il y a un moment donné, il y a une peur, il y a un stress, et le stress amène à une panique. Et très souvent, c'est ce qui a causé pas mal de drames, c'est-à-dire une personne qui ne respecte pas les consignes que donne l'officier et qui se met à sortir un téléphone, l'officier, s'il est un peu dans la tension, dans le feu de l'action, tout de suite, il tire. Parce qu'il il va pas attendre de savoir si le mec il sort un téléphone ou un flingue. Tout de suite, on sécurise sa propre personne et on neutralise l'individu. Voilà, ça c'est la procédure. Et malheureusement, comme exactement en France, c'est exactement pareil. Si un individu ne respecte pas les consignes d'un officier de police dans le cadre juste même d'un contrôle de police, fait de la résistance, ça peut très mal finir. Et c'est souvent d'ailleurs le cas, puisque souvent quand des contrôles s'effectuent sur des gens qui sont un petit peu en manque de repères et en manque de discipline,
En général, ça finit toujours dans le même schéma. Et donc voilà, c'est tout ça pour faire un petit peu le lien justement avec ce que disait Jordana et ce qui se passe aux États-Unis, et surtout ce qui va se passer dans les jours à venir aux États-Unis avec cette affaire Floyd. Et je reviens donc sur Obama. Obama a donc généré ce comportement, le même comportement qu'on retrouve chez Camilla Jordana, c'est-à-dire cette hyper-conviction de généraliser les choses pour ne pas laisser du détail et laisser des gens justement faire du débat, faire de la critique et finalement éveiller les esprits que oui, il y a des problèmes, mais pas que. Aujourd'hui, idéologiquement, on veut supprimer le pas que. C'est-à-dire le questionnement, c'est-à-dire la notion de bon sens, la notion de restriction, de ne pas tomber systématiquement dans l'absolutisme. Eh bien, aux États-Unis, avec Obama, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui considèrent Obama comme un dieu et qui refusent d'admettre que Obama a été plus ou moins aussi une marionnette de l'État profond, même si ça a été une marionnette qui a joué son rôle, parce qu'Obama a joué son rôle, ça n'a pas été une marionnette manipulée comme l'a été George W. Bush, par exemple. C'est-à-dire que Obama a été conciliant par rapport à ses politiques, par rapport aux décisions et aux choix et aux orientations de politique étrangère, de politique interne dans la société américaine. Je rappelle que même si aujourd'hui médiatiquement on fait passer souvent les progressistes américains comme étant des gens de gauche, ça n'en reste pas moins quand même des gens essentiellement et majoritairement néolibéraux, qu'on soit bien clair. Le social, c'est un argument politique de séduction. Parce qu'en réalité, dans la réalité des faits, c'est du virtuel. Hein, c'est-à-dire que, au même titre que ce qu'on a pu connaître en France, c'est-à-dire que pour la raison politique, on monte toute une communication, on monte toute une affaire, on monte toute une structure de communication sur un projet, sur une loi, etc., pour dire, vous voyez, on a fait voter ça, donc c'est bien. C'est la notion de bien. Sauf que le problème, c'est que les gens qui sont concernés par ces lois, le jour où ils veulent bénéficier de ces lois, ils se rendent compte que tout le compte fait, les choses ne sont pas aussi simples. Je vais vous donner 2 anecdotes. Une anecdote française. C'est une anecdote que j'ai déjà donnée, je pense, dans une vidéo, mais je vais vous la redonner pour que vous compreniez bien où est la subtilité et la raison pour laquelle je parle d'Obama, parce que Obama, ça a été souvent ce problème-là, et qui a justement eu pour conséquence d'avoir une partie de l'électorat progressiste et surtout beaucoup d'Afro-Américains issus de la classe moyenne et de la classe, ce qu'on appelle classe ouvrière, mais voire aujourd'hui ce qu'on appelle les précaires plus ou moins, ont été dégoûtés par la politique d'Obama, parce qu'ils pensaient qu'Obama allait faire passer des lois et allait avoir un sens beaucoup plus social pour aider ces populations. Alors il y a eu des lois, hein, il y a eu des projets, il y a eu des lois de fait, il y a eu des politiques d'appliquer, sauf que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a cette spécificité américaine au niveau des 50 États. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez des explications, posez la question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. 2 exemples. Premier exemple, et je suis principalement concerné par cet exemple parce que je l'ai vécu. Souvenez-vous, l'époque Sarkozy, le travail plus pour gagner plus. Ah, c'était génial. Alors, moi je travaillais dans un secteur où en effet on était confronté à ce problème, que normalement on était rémunéré 35 heures, mais c'était très rare qu'on fasse les 35 heures. Généralement, la plupart des gens faisaient 35 heures et demie, 36 heures, 37 heures, etc. L'argument souvent des chefs d'entreprise, c'était de dire oui, mais bon, il y a des moments dans la journée où vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas en activité, etc. Donc ça compense. Non, c'est pas une raison justifiable. Si vous êtes dans un temps de travail, c'est un temps de travail rémunéré. Point. Il n'y a pas à tergiverser sur ce que vous faites pendant votre temps de travail. S'il y a des gens qui sont considérés ne rien faire pendant un certain temps dans le temps de travail, c'est que le management, il est pourri. Donc, oui, enfin bon. Et donc est arrivée cette loi,
du travailler plus pour gagner plus. Alors les gens se sont dit ouais génial et tout, surtout qu'en plus on travaille dans une société où normalement à l'origine il va y avoir des badgeuses. Les badgeuses pour ceux qui connaissent, hein, vous badgez quand vous arrivez, vous badgez quand vous allez pisser, vous badgez quand vous allez manger, etc. Donc ça permet de calculer votre temps de travail. Et donc on avait ce système-là, mais le système n'a jamais été mis en place parce que justement quasiment tous les sites rapportaient que y a des situations, malheureusement, on a des besoins, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, on n'a pas assez de personnel, ou parce qu'on n'a pas su calculer, etc., ou parce qu'on n'a pas l'accès à la flexibilité du travail, y a des gens, des fois, qui font 36 heures, 37 heures, etc. Donc si vous mettez la badgeuse en route, les 2 heures supplémentaires, vous êtes obligé de les payer. Or, en ne mettant pas le système en route, eh bien, on s'arrange. C'est-à-dire qu'on fait des bidouilles internes, c'est-à-dire que on dit aux gens, c'est pas grave, on va te mettre la demi-heure ou l'heure supplémentaire en RTT, etc. Ce qu'on a eu plus ou moins, avant que je parte, essayé de commencer à mettre en place cette flexibilité, c'est-à-dire que la plupart des salariés, la plupart des employés veulent utiliser le RTT pour avoir des jours complets de repos, il faut parfois même se prendre une semaine. Bon, ça malheureusement c'est plus possible dans certains secteurs parce qu'on a tellement réduit les effectifs que si vous prenez une journée ou même une semaine de RTT, on est obligé de vous remplacer. Ou alors on est obligé de monter les heures, de contrat à durée temps partiel pour compenser, etc. Enfin, économiquement finalement c'est pas viable du tout. Donc avant que je parte, il commençait déjà à travailler pour faire de la flexibilité, c'est-à-dire quand il y avait des périodes creuses, si un salarié, son temps de travail le prévoyait de midi à 6 heures par exemple, et bien à 4 heures on pourrait très bien aller le voir en disant si tu veux tu peux rentrer chez toi. Et comme ça, hop, on passe 2 heures en récupération, et puis etc. etc. Bon, enfin, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc, évidemment, mes collègues, à l'époque, sont venus me voir, parce que j'étais délégué du personnel, ils me disent, ouais, c'est génial, maintenant, les heures supplémentaires vont être payées. Et malheureusement, j'ai été obligé de leur dire ce qui a fait pour eux une douche froide. Tout simplement parce que la loi sur le travailler plus pour gagner plus, au niveau d'un certain nombre d'entreprises, à un certain niveau de nombre de personnel, avec des structures, des textes, des accords, comme on les appelle, eh bien, pour mettre en application la loi, il faut que les représentants ou les représentants du personnel, ou ce qu'on appelle les partenaires sociaux, voilà, je vais chercher le mot, il faut que les partenaires sociaux dénoncent l'accord d'entreprise pour intégrer la loi sur le travail plus et gagner plus. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont compris pourquoi ils n'ont jamais bénéficié de cette loi, tout simplement parce que vos partenaires sociaux, donc les syndicats, je dis syndicats parce que c'est indirectement eux, puisque c'est eux qu'en général ils détiennent, si vous avez un comité entreprise dans votre entreprise, c'est le comité entreprise qui logiquement fait appel à négociation pour pouvoir renégocier les accords et pouvoir intégrer des nouvelles lois, etc. Sauf que dans beaucoup d'entreprises, on s'est rendu compte que personne ne l'a fait. Donc d'un côté, vous avez un président qui s'est satisfait d'une loi pour permettre aux Français de travailler plus pour gagner plus, mais en réalité, il y a beaucoup de catégories de Français qui travaillent en tant que salariés dans les entreprises qui n'y ont jamais eu accès, qui n'en ont jamais eu le bénéfice, parce que, voilà, parce que vous avez ces subtilités après dans la forme, dans le fond, pardon, qui va à l'encontre de la forme. Deuxième exemple, alors là on revient aux États-Unis. Vous vous souvenez, aux États-Unis, sous le règne Obama, Obama a réussi, par le biais de la Cour suprême, à officialiser le mariage gay à l'échelle des États-Unis. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui m'ont dit « Oui, regarde, c'est super, le mariage gay aux États-Unis, maintenant c'est légal et tout. » J'ai dit « Je vais t'expliquer un truc. » La loi qui a été votée, qui a été confirmée par la fameuse Cour suprême, c'est une loi qui reconnaît le mariage gay à l'échelle fédérale, mais n'impose en aucun cas aux États de pratiquer le mariage gay. C'est-à-dire que ça facilite en réalité les États qui décident de légaliser le mariage gay, mais en aucun cas, si ça valide le mariage gay à l'échelle fédérale, ça ne le valide pas forcément à l'échelle d'un État. D'où ce problème, cette anecdote de ce couple dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, qui venait de Californie et qui a voulu s'installer en Dakota du Nord,
ou du Sud, non, c'est Dakota du Sud, je crois. De toute façon, Dakota, que ce soit le Nord et le Sud, ce sont deux États relativement très conservateurs, et qui ne pratiquent ni le mariage gay, mais en plus de ça, je crois qu'eux, ils ont une spécificité encore plus sévère, c'est qu'ils... enfin, je crois qu'ils interdisent, l'officialisation, je crois, du couple homosexuel. Enfin, il y a quelque chose d'assez... qu'en France, on se dirait, non, c'est pas possible, c'est de l'homophobie, etc. Et pourtant, malheureusement, aux États-Unis, il y a des États qui ont parfaitement ce droit-là de le faire, parce qu'ils ont la souveraineté pour le faire, et que c'est dans la culture même de l'État, d'une manière générale. Donc malheureusement, ces deux couples-là ont déménagé dans le Dakota du Sud pour des raisons professionnelles, et quand ils sont allés à l'administration pour se faire enregistrer au niveau de l'état civil en tant que mariés, eh bien ils n'ont pas pu le faire. Ça a même fait un scandale, et la Cour suprême n'a pas pu statuer sur ce cas-là, puisque c'est allé à l'encontre de la souveraineté même de l'État du Dakota du Sud. Donc vous voyez, finalement, d'un côté, on a chanté les louanges d'une loi en disant, vous voyez, Obama, il a réussi à faire passer un truc, alors qu'en réalité, dans le fond, dans la structure, dans le détail, dans le fonctionnement même du pays, mais non, c'est pas... c'est faux. C'est en fait ce qu'on appelle les lois d'apparat, c'est-à-dire des lois... En France, on a eu pire. Hein. Je me souviens d'une époque où vous aviez... je ne me souviens plus de cette femme politique. C'est Edith Cresson. Voilà, Edith Cresson qui était... alors je ne me souviens plus si elle était... C'était Premier ministre à l'époque. Il me semble, hein, je crois qu'elle était Premier ministre, Edith Cresson. Elle était la Première ministre femme... Enfin, vous me rectifierez, parce que là, ma mémoire me fait un petit peu défaut. Mais enfin, c'est elle qui avait fait passer une loi. Alors, vous savez, en France, il y a certaines lois, pour les mettre en application, il faut démontrer au niveau de la lecture, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a certaines lois qui ont besoin d'un budget. Donc, il faut apporter le budget. C'est-à-dire que l'État doit promettre de dire, voilà, on a le budget pour mettre en application cette loi. La loi a été votée sur un budget défini. Or, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que cette loi n'a jamais été appliquée, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de budget. Mais parce qu'il y a eu des combines dans le dossier, des machins, des promesses de budget, etc. Mais en fait, rien n'a été appliqué, rien n'a été débloqué. Je pense certainement parce qu'il y a eu changement de gouvernement, à cause d'élections, trucs comme ça, qui ont fait que cette loi, qui était une loi de gauche, n'a pas pu être appliquée, certainement peut-être par un gouvernement de droite. Et du coup, vous avez comme ça des lois qui ont été décidées, qui ont été votées, mais qui en final ne sont pas appliquées parce qu'il manque des éléments pour la mise en application, parce que ça va contraire à d'autres lois, et que ces autres lois n'ont pas été abrogées, etc. Enfin, c'est le problème de la législation, en règle générale. Hein. Moi, j'avais constaté ça à l'armée. À l'armée, dans le règlement et dans le code militaire, je m'étais rendu compte qu'il y avait une loi et il y avait la contre-loi. C'est-à-dire que vous aviez une loi qui disait ceci, et une autre loi qui disait cela. C'est-à-dire que vous aviez le blanc et le noir. Enfin, et qu'en réalité, tout reposait en fait sur la responsabilité du chef de corps de décider de quelle loi appliquer suivant telle ou telle faute pour une même faute, par exemple. Ce qui fait que malheureusement, ça arrivait assez souvent que pour une même faute, on avait des punitions différentes. Enfin, c'était complètement débile. Fin de l'aparté. Et donc ces deux petits exemples pour bien vous démontrer que malheureusement, beaucoup de gens chantent les louanges de certaines personnalités politiques en vous donnant des arguments et des exemples de lois ou de décrets ou de projets qu'ils ont mis en place, qui ont fait évoluer la société, etc. Mais en réalité, dans ces lois-là, il y en a certaines qui en fait ne s'appliquent pas ou ne sont pas appliquées parce qu'il y a des spécificités, parce qu'il y a des contrariétés, alors parfois des contrariétés institutionnelles, constitutionnelles, qui font que finalement, les gens sont restés sur l'idée de la loi, mais finalement, la loi n'est pas appliquée. Hein, c'est comme beaucoup de gens qui sont convaincus d'avoir des droits, alors qu'en réalité, ces droits-là, oui, ils les ont, mais dans certains contextes, dans certaines situations. Mais comme, encore une fois de plus, je reviens à mon introduction avec Camélia Jordana, c'est la généralisation. C'est-à-dire qu'on réduit le champ narratif, on réduit le champ idéologique, on réduit l'idée à sa simple expression, et on convainc les gens que c'est la vérité. Alors qu'en réalité, c'est une vérité dans un certain contexte, dans une certaine situation, mais pas tout le temps.
Et ça rejoint exactement les mêmes problèmes qu'il y a aujourd'hui relationnels entre la police et un certain nombre d'individus, des individus issus des communautés, etc., qui fait que c'est pas parce qu'il y a un drame qui ne devrait pas être, drame qui a ses raisons, qui a ses contextes, ses situations, où là encore, pareil, suivant de quel camp on est, on va interpréter les choses. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec ce jeune qui a été accidenté contre un poteau pendant presque une journée. Tout le monde était convaincu qu'il avait eu la jambe coupée, alors qu'en réalité, non, il s'est fracturé la jambe. Mais voilà, c'est-à-dire que même les vidéos qui sont tournées dans les banlieues par certaines personnes, quand il y a de la police, quand il y a de l'intervention policière, etc., ça arrive très souvent que les vidéos, elles sont coupées aux bons endroits, avec un discours, ou parfois avec des interventions des gens qui filment, qui sont très positionnés, qui ne sont pas du tout objectifs. Vous voyez les vidéos où vous avez un gamin qui roule à moto avec une bagnole de flic qui suit, combien il y en a qui disent ouais vas-y machin, etc., qui supportent le gamin et puis pas la police. Bon, même si le gamin peut-être 10 mètres plus haut s'est fracassé un gamin sur un passage piéton et que le gamin est mort. Ça, les mecs qui filment, ils n'en ont rien à branler. Ce qui les intéresse, c'est montrer le gamin à moto se faire poursuivre par la police. Et dire, vous voyez, la police, elle n'est pas bien, c'est comme ça que les accidents arrivent, c'est comme ça qu'ils tuent, en fait, les... Non, il y a toujours un contexte qui, à un moment donné, légitime une situation. Alors, la situation, c'est parfois des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que voilà, on est dans le feu de l'action, parce qu'il y a aussi l'émotionnel qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a le stress, etc. Aujourd'hui, moi, j'admire les policiers qui travaillent dans les banlieues, parce que avec la pression qu'ils ont, tant à la fois en tant que policiers, c'est-à-dire responsables du maintien de l'ordre, du respect des règles, des lois, de la sécurité, etc., des personnes, mais que derrière ils savent qu'ils ont sur le dos des idéologies politiques, associatives, sociales, sociétales, pour pas dire communautaristes, religieuses, etc. Vous imaginez les mecs comment ils doivent être sous la pression dans leur travail. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de policiers qui pètent les plombs. Il y en a qui pètent les plombs, il y en a qui ont des problèmes familiaux aussi, qui finissent par divorcer, etc. Parce que c'est pas une vie. C'est pas une vie de se retrouver à faire un boulot, mais un boulot dans des conditions aussi difficiles, aussi stressantes, aussi sous pression multiple. D'un côté, vous êtes obligé de faire votre travail. Alors si vous ne faites pas votre travail, donc vous êtes laxiste, donc vous êtes accusé par des gens de ne pas faire votre boulot et de ne pas faire la sécurité. Si vous faites la sécurité, vous êtes confronté à des individus qui évidemment cherchent la provocation, ne respectent pas les lois, font un peu tout et n'importe quoi, se mettent en danger eux-mêmes. C'est-à-dire que même les flics, quand ils interviennent, c'est des fois parce qu'ils sont conscients que le mec est en train de se mettre en danger, mais comme il y a l'infantilisation et l'irresponsabilisation d'individus, donc voilà, c'est comme le gamin qui s'est planté à moto. Alors tout de suite, on a trouvé une voiture de la BAC. Alors tout de suite, ça y est, voiture de la BAC, ça veut dire que c'est à cause de la BAC que le gamin il s'est tué en moto. Voilà. Vous voyez, hop, raccourci, généralisation, et hop, on fait une marche blanche, où là, les distanciations, on n'en parle même plus, et les gens, ils n'avaient même pas de masque et tout. Et derrière, on va aller faire la chasse sur les plages, des gens qui restent trop statiques. Allez, 135 €, parce que tu t'es assis sur le sable. Il n'y a personne, tu es tout seul, mais tu t'es assis sur le sable, donc 135 €. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment donné, quand vous avez quelqu'un comme Camélia Jordana qui tient ce genre de propos, comprenez bien qu'il y a un moment donné, encore une fois, voilà, c'est des gens qui ne vivent pas dans la réalité, c'est des gens qui vivent dans leur petit monde, dans leur petite bulle, mais qui, parce qu'ils sont issus d'immigration, parce qu'ils se sentent concernés, parce qu'ils se sentent touchés émotionnellement par des événements, eh bien, ils ont ce sacré besoin de ramener leurs fraises, de jouer de leur notoriété pour dire ce qu'ils pensent. Malheureusement, des fois, ce qu'ils pensent, soit on n'en a rien à foutre, ou si c'est pour dire des conneries, autant qu'il ferme sa gueule. Bon, attention, si on dit ferme sa gueule, mais la liberté d'expression, oui, mais la liberté d'expression, rappelez-vous bien, la liberté d'expression, c'est bien à partir du moment où on ne dit pas n'importe quoi.
C'est qu'il faut assumer ses propos. Il faut assumer ses dires. Quand on dit des conneries, et puis qu'un jour il y a quelqu'un qui vous démontre que vous avez dit une connerie, dans ce cas-là, il faut avoir la gentillesse, l'honnêteté, la sagesse de reconnaître que vous avez dit une connerie. Bon, après c'est difficile parce qu'il faut débattre, argumenter, etc. Et ça malheureusement il y a des gens qui ne savent pas faire. Débattre, c'est comme celui qui a agressé Zemmour, hein, j'ai fait une vidéo pour ça, c'est exactement le même problème. Le mec il arrive même à légitimer d'avoir agressé Zemmour parce qu'il sait qu'il n'a pas le niveau pour pouvoir argumenter avec lui. Parce que Zemmour est très cultivé. Enfin voilà, c'est... Et donc, pour revenir, avant de terminer cette vidéo, pour revenir à Obama, Obama a exactement le même bénéfice de ce genre de comportement, c'est-à-dire omnubilé du fait qu'aujourd'hui, évidemment, Trump n'est pas le président le plus idéal qu'il ait pu y avoir au sein même de l'histoire des États-Unis, même à la limite, si on aurait pu s'en passer, on aurait bien voulu. Mais Trump est une symbolique d'une situation contextuelle, une situation de fracture très lourde, parce que je pense qu'en Europe, même en France, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le peuple américain est fracturé, et je ne dirais pas qu'on est presque un point de rupture, presque insurrectionnel, parce que bon, les Américains ne sont pas encore... malheureusement, ils sont trop conditionnés émotionnellement, etc. C'est pour ça que je dis souvent, quand on voit les progressistes avoir les grands yeux, gueuler comme ça, avec presque la bave, etc., ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas, cette sauvagerie qu'il peut y avoir en face de la part de conservateurs, les rednecks par exemple. Les rednecks, ils sont ce qu'ils sont des gens pas forcément très intelligents, c'est pas des gens très cultivés, quoi qu'il en existe, hein. Il y en a qui sont très cultivés chez les rednecks, hein. Voilà, encore une fois de plus, évitez de faire de la généralisation. Moi j'ai croisé, je travaille avec des rednecks, je peux vous dire qu'il y en a certains qui sont hyper réalistes de la situation, hein, qui ont bien compris comment fonctionnait le système, hein, et qui votent Donald Trump justement pour ça, parce que pour eux Donald Trump n'est pas un politicien, même s'ils reconnaissent que c'est pas le meilleur qui soit, mais comme de toute façon ils n'ont pas le choix, on leur donne pas le choix. Et ils voteront Donald Trump, même s'ils savent que Donald Trump c'est une catastrophe, mais ils n'ont pas envie d'un Joe Biden par exemple, parce qu'ils savent que Joe Biden, de toute façon, ça va être une nouvelle politique de taxes à tire-larigot, dans lesquelles ils ne s'en sortiront pas. Alors en plus avec la pandémie, alors là, ça en rajoute. Et donc, cette façon qu'ont les gens de vouloir vivre dans le déni finalement de certains éléments qui doivent amener à la réflexion, qui doivent amener à voir les choses de façon réaliste, et c'est pour ça que moi je sais reconnaître le talent et la qualité qu'a été Barack Obama dans l'histoire des États-Unis, dans sa politique, dans ses 8 ans de mandat, etc. Tout comme je suis parfaitement conscient que en coulisses, il y a eu quand même des choses. Je rappelle que c'est sous le règne d'Obama qu'ils ont envoyé, je crois, ils ont utilisé 76 000 bombes. Je crois qu'ils ont utilisé plus de bombes que n'en a utilisé à l'époque George W. Bush pendant la guerre en Afghanistan et en Irak. Pour vous dire. Donc, vous voyez le... bon, enfin, je ne vais pas faire toute l'historique de ce qui s'est passé sous Obama, avec la guerre en Syrie, les manipulations, etc. Le prolongement, par exemple, du Patriot Act, ce qui est quand même bizarre, parce que le Patriot Act, c'est quand même quelque chose d'une idée très conservatrice des républicains, et que Obama a reconfirmé, et voire même peaufiné, pour accentuer la possibilité de surveiller les Américains. Ce qui est quand même étrange de la part d'un mec de gauche, soi-disant. Sans parler de l'Obamacare, mais là, je ne vais pas vous reparler de l'Obamacare parce que c'est pareil, c'est une grande aventure pour au final un résultat très en deçà de ce que l'on en dit. Et donc pour terminer, pourquoi je pense que Obama, eh bien on risque d'en entendre parler, c'est parce qu'il y a une rumeur qui commence à circuler ici aux États-Unis du fait que je pense qu'il y a des démocrates, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, par rapport à ce qui s'est passé en 2016 et que les élections en novembre 2020
Donc cette année, la campagne présidentielle devrait commencer d'ici quelques semaines, parce que je crois qu'il y a encore quelques États qui doivent voter. On est dans une situation où aujourd'hui vous avez une partie, je dis bien une partie du clan démocrate qui ont compris que Joe Biden n'est pas le préféré, que Joe Biden n'est pas apprécié du clan de l'électorat démocrate. Et vu les baies, vu les approximations et les propos qu'il a tenus récemment, qui, je dirais, n'engagent pas une très bonne image de l'individu, il y a une rumeur. Attention, c'est une rumeur. Hein. Je peux vous dire très sincèrement, personnellement, je n'y crois pas, mais je vous la donne quand même, comme ça vous donnera quelque chose à grignoter le cas où ça peut éventuellement arriver. C'est que la prochaine grande foi, la grande partie démocrate, ça y est, chaque parti fait une grande fête pour introniser le candidat. La prochaine convention DNC, Democrat National Convention, pourrait profiter de la DNC pour faire en sorte de faire accepter le consentement de l'électorat démocrate que Joe Biden semble avoir des problèmes de santé qu'on n'a pas trouvé maintenant, mais qu'il en a quand même, et que ça l'empêche de continuer la campagne, et que, en urgence, le Parti démocrate propose l'intronisation de Michelle Obama. Michelle Obama, femme. Michelle Obama a une très très bonne cote de popularité dans l'électorat progressiste, même si finalement elle n'a jamais occupé de poste, n'a jamais eu de fonction, n'a jamais été élue, entre guillemets, mais on va aller chercher l'émotionnel, c'est-à-dire la compassion d'accepter une candidate qui politiquement n'a pas une grande expérience, mais parce que c'est la femme de Barack Obama, c'est Michelle Obama. On en revient, et peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, on en revient à cette théorie qu'on remplace finalement le politicien que pendant 30 ans on a réussi à complètement décrédibiliser, c'est-à-dire qu'on a fait un open bar en matière de corruption, en matière de fraude, en matière de mensonge, en matière de vice, si bien que l'image du politicien, le politicien proprement dit aujourd'hui, est complètement dénaturée, est complètement détruite. On le voit, de toute façon. Si Macron a été élu en France, c'est aussi à cause de ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis déçus à la fois par les politiques de gauche et par les politiques de droite, et qui se sont dit, bah tiens, il y a un Macron, il est jeune, il ne s'affilie pas officiellement, il est plutôt centriste. Hein, donc voilà, ils ont voté pour Macron, pensant que ça allait faire changer les choses, alors qu'en réalité, non. Que les politiques qui s'appliquent depuis 40 ans, elles ont été appliquées sous les manteaux à la fois de gouvernement de droite et de gouvernement de gauche, avec des emballages qui laissaient croire aux gens que c'était des politiques de gauche et des politiques de droite, mais le résultat est le même. Eh bien aux États-Unis c'est pareil. La seule différence, c'est que c'est une lutte fratricide en réalité entre le conservatisme, c'est-à-dire les républicains qui sont pour l'intérêt de l'Amérique, l'intérêt capitaliste, l'intérêt des libertés, l'intérêt de préserver certaines valeurs, alors des valeurs qu'on accède ou pas, qu'on aime bien ou pas, certains diront là, les républicains sont des racistes, oui parce que les républicains jouent le centre d'intérêt avec des mouvances souverainistes, voire même des mouvances de suprématistes blancs. Mais voilà, on capte de l'électorat là où on va. Hein. C'est comme en France aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce qu'on glorifie les musulmans en leur célébrant un bon ramadan, en leur célébrant un bon El-Khaïm, je ne sais plus El-Kébir ou je ne sais plus quoi, alors qu'au détriment, on ne fait pas la même chose avec les catholiques ou les juifs. C'est que voilà, c'est qu'on veut capter de l'électorat. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Et à la différence, c'est que les progressistes, eux, les progressistes, les États-Unis, ils n'en ont rien à branler. C'est des mondialistes. D'accord ? Alors les mondialistes qui veulent utiliser les États-Unis comme support impérialiste à l'échelle mondiale. Mais l'Amérique, même les progressistes, ils n'en ont rien à péter. Eux, c'est ça qui les intéresse. C'est des néolibéraux. Hein, des ultralibéraux cachés sous le manteau de néolibéraux.
Donc, alors attention, là je parle des grosses têtes, hein, des décideurs au sein du progressisme, hein, au sein des démocrates. Je ne parle pas de l'américain progressiste, qui lui par nature est souvent d'ailleurs plus de gauche, social, conscient des problèmes de la société, et qui aimerait que les politiciens changent un petit peu les choses dans le pays, ce qui était le cas d'ailleurs de gens comme Sanders, Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, etc., qui eux ont bien capté ce besoin, cette envie d'une grande portion d'ailleurs de l'Amérique à voir les choses évoluer, aussi bien d'ailleurs dans le camp des progressistes que républicains. Hein. Je veux dire, il y a des conservateurs américains qui sont dans la merde et qui aimeraient bien socialement que ça bouge un peu, surtout par exemple le système de santé, qui est une grosse préoccupation aujourd'hui, qui va voir des tas d'Américains laminés. Je veux dire, il va y avoir des suicides aux États-Unis, mais alors, si tant est qu'ils ne cachent pas les chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver mais endettés. Je veux dire que le niveau d'endettement de certains Américains va se prolonger sur 3-4 générations. C'est-à-dire que les endettements que certains Américains ont contractés à cause justement des frais de santé très élevés, à cause de l'éducation très élevée, etc., va se répercuter. Moi je vous le dis sincèrement, ma femme, elle a bientôt 50 ans, elle continue à rembourser son prêt étudiant. Comment vous pouvez continuer à rembourser un prêt étudiant à 50 ans? C'est du délire. Hein, et encore, elle n'a pas fait d'études vétérinaires, c'est un peu élevé, mais je veux dire, quand vous en avez qui font des études beaucoup plus poussées, enfin, c'est de la démence. Et voilà, le système, personne ne va la réformer, personne ne le remet en question au niveau politique. Alors que les Américains, eux, sont plutôt aujourd'hui à se regarder dans le miroir, à se dire non, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans ce pays, parce que c'est pas possible, on va droit dans le mur. Donc voilà pourquoi j'ai mis Obama et Jordana dans cette vidéo pour faire l'assimilation d'idées sur un gros problème finalement de notre société aujourd'hui, c'est la capacité, la volonté de nos dirigeants, des idéologues et des puissants à essayer d'amoindrir notre capacité de réflexion, notre capacité de débat, notre capacité à collecter les choses et ne pas voir les choses d'une façon générale, mais de savoir aussi apprécier les détails, de savoir apprécier les choses dans une globalité et de ne pas être catégorique, de ne pas être incisif au point de vouloir imposer une idée généraliste plutôt que de voir ou d'accepter les choses différemment et de les voir de façon un petit peu plus globale. Certains vont se planquer vers justement l'émotionnel, c'est-à-dire aller chercher l'émotionnel des gens, vous dire mais rendez-vous compte, vous êtes en train de remettre en question des combats des combats sociaux, des combats humanistes, des combats pour la liberté, etc. Non, ça ne requiert en rien un combat, d'accepter aussi le fait d'apprécier les contextes, d'apprécier les situations, d'apprécier les détails, d'apprécier les choses telles qu'elles sont dans les contextes dans lesquels on le vit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que mentalement ils sont conditionnés à voir les choses d'une certaine façon, le jour où ils y sont confrontés, physiquement, moralement, émotionnellement, ben, il y en a beaucoup qui sont complètement déstabilisés. Parce que les repères qu'ils croyaient être des repères de vérité, de foi de vérité, d'humanisme, tout d'un coup s'effondrent. Vous en avez même des fois qui sont confrontés à ce genre de situation, mais qui vont se raccrocher à la corde de leurs convictions pour refuser d'admettre le problème. Mais attention, le problème, on ne fait pas de généralité. C'est d'admettre qu'aujourd'hui, la délinquance, les problèmes de violence sont des problèmes sérieux parce qu'il y a de l'ensauvagement, parce qu'il y a de la barbarie qui s'exprime de plus en plus, et de la part d'individus qui très rarement sont d'origine caucasienne. Mais ça, voilà, ça y est, ça, on a estampillé ça comme tabou. Hein, alors que non, c'est une réalité. Alors après, évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. Le terrorisme, par exemple, tous les musulmans ne sont pas terroristes. Ce qui joue d'ailleurs un petit peu en contradiction, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez un discours soutenu par des gens, tel que celui qui a été tenu par Camilla Jordana, et qui est soutenu, oui, ce qu'elle dit, c'est vrai, et ceux qui disent le contraire sont des racistes, c'est vrai. Ben, ces gens-là, on a envie de leur dire leur contrariété en disant, ben alors d'accord, si vous considérez que tous les flics sont racistes, si tous les flics sont un danger pour les gens qui ont
morphologie maghrébine ou arabe ou noire. Donc dans ce cas-là, admettez que nous autres, les blancs caucasiens, on considère que tous les musulmans sont potentiellement des terroristes. Là, vous voyez, il faut 2 poids 2 mesures. Ben oui, les 2 poids 2 mesures, il faut que ça aille dans les 2 sens. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, dans les débats, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et ceux qui savent manipuler, qui savent gérer les données de manière à faire comprendre les choses avec bon sens, ben généralement, ces gens-là, on les appelle Éric Zemmour, on les appelle Franck Lepage, on les appelle Michel Onfray, on les appelle je ne sais qui d'autre encore, Paul Jorion, on les appelle... et là, je vous donne des noms de gens qui ont des idéologies politiques complètement différentes. Hein. Vous voyez, c'est pas une question de préférence d'extrême droite ou de gauche, etc. C'est-à-dire que chaque personne a quand même, aujourd'hui, je prends juste l'exemple de Zemmour et d'Onfray, ce sont 2 individus qui ont des idéologies politiques complètement différentes, mais qui pourtant font les mêmes constats. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils usent de bon sens par rapport aux faits, par rapport aux événements. Après, ils ont aussi leur contrariété. Ça, là-dessus, attention, sur les commentaires, ne vous jetez pas. Si vous êtes contre Onfray ou contre Zemmour, donnez-moi du concret, mais qui n'est pas du concret genre convictionnel, moi je pense que, moi je veux que... Non, donnez-moi des exemples concrets de propos qu'ils ont tenus, qui ne sont pas cohérents, en dehors des manipulations et provocations, etc. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de Zemmour, je ne vais pas revenir dessus, Zemmour c'est un polémiste. Il joue son rôle de polémiste. Donc c'est normal que de temps en temps, il lance des pics de provocation. Mais il lance des pics de provocation à des gens qui, en face, plongent la tête la première et n'ont pas le recul suffisant pour se dire non, attends, on veut discuter là sur ce que vous venez de dire, soyons précis, etc. Non, c'est là tout de suite l'émotionnel. Ils partent au quart de tour. Hein, regardez ce qui s'est passé à l'époque dans l'émission d'Ardisson avec c'est comment elle s'appelait, son prénom, je ne me souviens plus, justement, le problème du prénom. Fatoussi, c'est Fatoussi, je crois, etc. Bon, elle est partie. Pourtant, la Fatoussi, elle a de la consistance, elle a la capacité. Mais là, comme il l'a taclé sur le prénom, elle est partie en vrille. Elle est partie en vrille parce que c'est la règle. Il faut aller chercher la compassion émotionnelle des gens, donc il faut se sentir soi-même offusqué. Et il faut jouer l'offusqué. C'était le cas pour aussi Ramzi Bedia, quand Zemmour lui a dit, oui, vous savez, moi j'ai lu des livres. Et tout de suite, Ramzi Bedia, étant donné qu'il est lui aussi issu de l'immigration, tout de suite, il a fait l'amalgame d'un propos raciste. Alors il y en a certains d'entre vous qui vont dire, oui, mais c'est vrai qu'il a raison, Ramzi Bedia, que Zemmour a dit ça dans ce sens-là. Et bien sûr qu'il a dit dans ce sens-là, parce que justement, il veut piquer le débat. Mais en face, malheureusement, quand vous avez des gens qui jouent plus l'offusqué que le raisonner, et bien finalement on a un buzz. On a un buzz, et que le buzz suivant vos propres convictions, vous considérez que l'un a raison et l'autre a tort. Ou que l'autre a tort et l'autre a raison. Voilà, c'est toujours le même problème. Hein. Tout revient au convictionnel, mais le convictionnel, il faut qu'il soit de bon sens aussi. Savoir admettre que peut-être les deux ont tort, et les deux ont raison. Ça aussi, c'est difficile à admettre. Donc voilà, c'est une toute longue vidéo sur quelque chose que j'espère vous a amené des éléments de réflexion sur ce sujet-là. Alors peut-être, vous avez peut-être des versions différentes par rapport, je le répète, à vos convictions, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre perception des choses, mais ça aussi, c'est toujours un petit peu le danger, parce qu'on peut être convaincu, hyper convaincu d'avoir raison sur certaines thématiques, et au final se perdre dans ses propres convictions pour finir par occulter soi-même des faits, des éléments qui vous manquent pour avoir une opinion le plus juste possible, le plus objective possible par rapport à des faits. Parce qu'on est dans le catégorisme, parce qu'on est dans des sociétés où il faut obligatoirement avoir une position, obligatoirement avoir une opinion, et qu'on est même dans des sociétés où il est considéré par la part de
par des gens de dire qu'il est honteux de ne pas avoir d'avis, qu'il est honteux de dire je ne sais pas. Eh bien non, il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. Hein, j'ai plus de respect envers les gens qui me disent je ne sais pas et qu'on s'explique et qu'on débatte et qu'on explore ensemble justement le sujet, que des gens qui vont vouloir avoir tort, qui vont vouloir avoir raison tout en ayant tort. C'est une petite anecdote avant de terminer cette vidéo. Actuellement, j'ai une personne sur Twitter. J'avais essayé de lui faire comprendre certaines choses concernant une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'un soi-disant ovni tourné par les Américains, etc. Et elle m'a soutenu, oui, regarde la vidéo, laissez sous-entendre que ouais, voilà, on a encore une preuve que les ovnis existent. Et cette dame, j'explique, je lui dis, mais attendez, soyons honnêtes. Vous savez, des vidéos comme ça, il en existe des millions et des millions sur Internet. Même les autorités américaines ont déjà déclassifié des tas et des tas de vidéos. Mais ça jamais sans donner des explications, ça jamais donné véritablement de détails. Et je lui dis, allez voir sur ces sites-là, par exemple, allez voir les archives du GEPAN. Parce que si vous ne parlez pas anglais, vous allez sur un site français, ça va être difficile. Mais vous avez le GEPAN, qui était un organisme public d'analyse et d'étude des phénomènes inexpliqués, et allez voir leurs archives, vous allez vous rendre compte que, en effet, il y a des cas inexpliqués, hein, mais que dans beaucoup de cas, il y avait des raisons, il y avait des explications, et que même des années plus tard, il y a eu des explications sur certains cas. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 70. Aux États-Unis, vous avez des tas de gens qui ont reporté avoir vu un objet volant non identifié de force triangulaire. Et puis dans les années 80, on a tout d'un coup découvert que ces fameux ovnis étaient en réalité les premiers tests qui avaient été effectués justement dans les déserts du Nevada, etc., qui sont des endroits très connus pour les ufologues de réputation. C'était le fameux B9, ou B2, non le B2, pardon, le fameux B2 furtif, qui a été utilisé pour la première fois pendant la guerre du Golfe en 92. Donc, vous voyez, des années plus tard, on a des réponses justement à des phénomènes. Mais alors donc cette personne voulait absolument me faire passer pour quelqu'un d'obtus et de... Je dis, non, je ne suis pas obtus, je vous donne simplement des éléments pour vous permettre de réfléchir. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je ne dis pas que c'est une fausse vidéo, je dis simplement c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges émotionnels, de dire « Ah, magnifique, regarde, c'est bien mieux ». Non. Il y a toujours une explication à des phénomènes ovnis. Et je lui ai donné en plus de ça une référence qui est le spectacle de Alexandre Astier. Alexandre Astier, oui c'est ça, Alexandre Astier. L'exoconférence, qui est excellente. Je vous invite absolument à voir cette vidéo, même si ça n'engage pas le fait que vous pouvez croire aux ovnis ou croire aux extraterrestres. Ça, vous en avez la légitimité, mais Astier apporte quand même des idées de réflexion qui ne sont pas totalement idiotes, qui sont tout à fait sensées. Parce que le principe, c'est de dire, mais si depuis des années qu'on observe des ovnis, si c'est véritablement des ovnis, moi, ma question, c'est depuis qu'on a évolué technologiquement en matière de caméra, en matière de mise au point, en matière de qualité d'image, etc., comment ça se fait qu'on n'a jamais encore réussi à tourner de vraies images d'ovnis de bonne qualité? Toutes les images qu'on voit aujourd'hui, c'est des images. On a l'impression que c'est tourné avec des caméras qui ont 20 ans. Ou des gens qui ne savent pas utiliser une caméra sur un téléphone, ou un truc comme ça. Enfin, c'est débile. Et puis la deuxième réflexion, c'est de dire, si vous aviez véritablement des extraterrestres qui pouvaient visiter la Terre, imaginez, depuis le temps qu'ils nous visitent, est-ce qu'à un moment donné, ils n'auraient pas pris une décision de se dire, cette planète est une planète de tarés, il faut arrêter d'y aller. Ou alors, la planète est menacée par une espèce de tarés, donc il faut les éradiquer. Parce que si eux, ils ont le niveau technologique pour faire des voyages interspatiaux à la vitesse de 10 fois la lumière, à mon avis, ils ont une technologie pour nous écraser en moins d'une journée. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors attention, je vais bien dire à cette personne, je ne fais pas de la négation par rapport au phénomène ovni ou aux extraterrestres. Je dis simplement, c'est raison gardée. Faites attention. Ne prenez jamais comme acquis ce que vous voyez. Réfléchissez, informez-vous, lisez, consultez et travaillez vos ménages pour essayer de trouver vos propres réponses à vos propres questions. Et ça rejoint exactement le thème de cette vidéo. Ne prenez pas pour acquis ce que parfois des gens disent. Si à partir du moment où c'est plus de la conviction, c'est plus de l'émotionnel qui s'exprime, gardez l'esprit clair, gardez l'esprit du bon sens et de la raison.
Et d'ici là, pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.